Amour. Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je ne vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général, avec bienveillance et respect. Mais ici, on parle aussi d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel. C'est quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 5 ans. J'ai été infirmière pendant 12 ans et de par mon ancien métier passionnel, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires et rencontrer des experts de l'amour. Mais j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont magnifiquement parlé d'amour. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à la rencontre de toutes ces personnes pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, tu vas découvrir, rire, pleurer, t'informer et je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, Amour le podcast, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. Et toi, tu auras le privilège de recevoir l'épisode avant sa diffusion. On peut aussi se retrouver sur tous les réseaux sociaux d'Amour le podcast, YouTube, TikTok et Facebook pour parler d'amour. Et si cet épisode t'a plu, tu peux aussi t'abonner, mettre des étoiles d'amour, donner ton avis et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast, j'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, je reçois Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Comment tu te sens aujourd'hui ? Très bien, je suis très contente d'être avec toi, je me sens vraiment très bien. Bon bah super. On va commencer direct avec Lucie, comme dans mes précédents épisodes. On va commencer par sa petite présentation, mais d'une façon plutôt amusante, par 3 anecdotes sur elle. Elle va nous parler de 3 anecdotes, 2 vraies et une fausse, et on va tous chercher tous ensemble à trouver la fausse du coup. Vas-y, je te laisse la parole. Je vous propose les 3 anecdotes suivantes. Bon, rien de très fancy, mais j'ai grandi en Normandie, ou bien est-ce que j'ai grandi en Seine-et-Marne, ou est-ce que j'ai grandi à Toulouse ? Oh là là. Alors, attends. La fausse. Attends, il y a 2 fausses ou il y a une vraie ? Non, il y a deux vraies et une fausse. Ah bah là, c'est pas possible. Là, il y a qu'une seule vraie. Là, il y a qu'une seule vraie. Mais c'est pas grave. Écoute. On est en fait. On va chercher l'inverse. Du coup, la vraie. Oh là là. Pourtant, moi, je t'ai connue grâce à ton compte, mais je ne sais pas. Enfin, quand je suis les comptes sur Instagram, je suis de temps en temps, chaque jour, quelques comptes, mais je regarde pas forcément. D'où le piège aussi parce que je me suis pas étalée sur où est-ce que j'ai grandi. Peut-être que c'est en Normandie que tu as grandi. Ok. Et là, je te donne la réponse ? Eh ben, vas-y, dis-moi si c'est bien en Normandie et que du coup, tu n'as pas grandi en Seine-et-Marne et tu n'as pas grandi à Toulouse. Eh bien, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Mais bon, déjà, je me doutais que Toulouse, il y avait pas, t'as pas forcément l'accent. Non, donc, du coup, je me suis dit non. Et après, je me suis dit au choix, à voir. Ouais, donc t'as grandi en Seine-et-Marne, le 77, c'est ça ? Exactement, bravo. Ok. Oui, moi, mais j'ai grandi à Paris et j'ai grandi dans le 91, donc forcément, la région parisienne, je connais bien. Donc, du coup, oui, d'accord. Donc, ça nous permet de revenir vraiment dans ton passé, tout début de vie, quoi. C'est vrai, j'avais même pas pensé. Du coup, on va en revenir à moi, ce que j'ai connu toi, du coup. Moi, je t'ai connu grâce à ton compte Je deviens écolo, il y a quelques années de ça. Je pense que c'était en 2017, je venais d'avoir un enfant et je me disais qu'est-ce que tu peux lui apporter au niveau de l'écologie, et Lucie avait un compte hyper riche et un blog, si je me souviens bien. Ouais. Et moi j'ai suivi mais bien longtemps plus les blogs qu'Instagram parce que je trouvais ça mieux.
même pour moi, ça me permettait, enfin voilà, d'y aller plus facilement quand j'étais sur un PC, etc., que d'aller sur Instagram rechercher quelque chose dont j'avais besoin. Et j'adorais parce que du coup, ça me permettait, oui, de découvrir des choses, de tester des choses qui, des fois fonctionnaient, des fois fonctionnaient pas. Au niveau écologie, c'est souvent des petits tests et puis après, on trouve sa propre routine, ses propres habitudes et ça m'avait beaucoup plu. Et puis, je t'ai retrouvée il y a peu de temps sur un autre compte Instagram, La grande aventure d'être soi. Et du coup, on a commencé à discuter le jour de ton anniversaire. En Ouais, plus, c'est vrai. et du coup, on a discuté rapidement d'un épisode, de discuter de cette aventure vers toi-même. Et on en est venu, en préparant cette interview, de ton passé, de ton adolescence, avec ce trouble du comportement alimentaire qui est la boulimie. Et du coup, j'aimerais vraiment que tu nous parles tout d'abord de ton enfance, de ton rapport à l'alimentation, de ce qu'on t'a apporté au niveau de l'alimentation. Ok. Alors, dans mon enfance, l'alimentation n'était pas du tout un problème. Et ça, je pense que c'est devenu un problème à l'adolescence. Ce qui est assez particulier, c'est que pour moi, ça reste très flou, le point de départ. Et le pourquoi c'est arrivé, je ne l'ai pas réellement identifié non plus. Je suis sortie de l'alimentation au bout peut-être de 16 ans de l'alimentation, de la boulimie. Je ne suis pas sortie de l'alimentation. Je me suis dit, ok, on va pas véhiculer ça aujourd'hui. Elle a arrêté totalement l'alimentation à 16 ans. Et elle est vivante. C'est la transformation de Bouddha. Non, je suis sortie de la boulimie, du coup, je pense peut-être 16 ans. Faudrait que je fasse le calcul, mais étant donné que mes souvenirs sont très flous de cette période-là, euh, voilà, j'ai vraiment de très rares images. En fait, disons que quand j'y repense, je suis passée d'une adolescence, d'une enfance où je me sentais bien dans ma peau, où je me posais pas de questions sur le physique, ces choses-là, à une préadolescence, adolescence où j'ai senti une forme de pression du regard et de jugement permanent, je pense, des autres enfants, et aussi un début de mal-être en fait. Ouais. Je pense que mon regard qui était tourné essentiellement vers vivre la vie, le côté très joyeux. J'étais une enfant qui passait beaucoup de temps dehors. J'ai toujours été très nature. Le côté naturel, spontané. Enfin, je pense que j'étais vraiment une enfant qui aimait la joie de vivre, comme je pense naturellement tous les enfants. À me sentir bien dehors. Vraiment, je jouais tout le temps dehors. Voilà, c'était facile. Je me souviens de ce moment de collège où, par exemple, un garçon regarde mes jambes et se moque de moi en me disant que j'avais des poils parce que il y avait des filles de mon âge qui, elles, se rasaient ou s'épilaient à 12 ans, tu vois. Et j'étais là où je prends conscience que oui, j'ai un corps qui a des poils et en fait, apparemment, et là, c'est pas une prise de conscience, la suite de ce que je vais dire, c'est je me fais croire, enfin les autres me font croire que c'est anormal d'avoir des poils, par exemple. Euh, donc je découvre, je pense, la différence à ce moment-là et le poids du regard des autres sur le corps. Et je me souviens de ressentir beaucoup de mal-être et de commencer et je me souviens qu'avant ça, je pouvais regarder mon visage et me dire, bah, c'est un joli visage, mais de façon assez neutre, en fait. Oui. Pas pour flatter un ego ou quoi que ce soit, mais juste me dire, bah voilà, parce que je pense que ça reflétait un état de bien-être intérieur. Ouais. Et après ça, de regarder et de me dire, mais mon nez, mais qu'est-ce qu'il est moche! Et c'était pas tellement sur la forme du corps parce que j'étais même assez fine, enfin voilà, un enfant classique, voilà, un corps, enfin j'aime pas le mot normal, tous les corps sont normaux, mais j'avais un corps qui n'était pas rond, voilà, qui était classique dans ce sens-là parce que je sortais beaucoup et tout. Mais bref, c'est vraiment, je pense, apparu avec le collège et comme je te dis, je n'ai pas identifié la cause de l'apparition de la boulimie. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça ne m'a pas empêché d'en sortir, le fait de ne pas l'identifier. Oui.
Mais voilà pour cette période-là. Ok. Comment toi, tu définirais le terme boulimie exactement avec ce qui s'est passé dans tes symptômes, dans tes signes? Qu'est-ce que tu faisais dans ta boulimie, en fait? Ok. Alors, donc je précise que je suis à aucun moment professionnelle de santé, donc c'est pas ma définition, mais c'est ce que personnellement j'ai vécu. Ça commençait par les émotions et ce que je me racontais dans ma tête, qui était un état permanent de jugement de moi-même. Il y avait comme une dissociation entre à l'intérieur de moi. Et là, tu vois, je sens mon corps qui frissonne, qui se réchauffe parce que c'est une période, malgré tout, qui a été lourde et dont je parle assez peu souvent. Donc, tu vois, c'est rigolo d'en parler là et de ressentir tout ça. Et Mais ça se voit, en fait. Enfin, moi, perso, t'es en face ouais, de moi en vidéo et je vois ton visage changer, du coup. ouais, je sens que je rougis, que j'ai les larmes qui montent, mais en tout cas, c'est pas du tout un problème là tout de suite. Mais effectivement, en fait, j'ai de la peine pour la Lucie de l'époque qui, C'était une période, j'imagine, assez complexe, surtout à 11-12 ans, j'imagine. Je parle pour essayer de te laisser du ouais, temps. ouais. Oui, Bah, ouais, j'ai eu de la peine enfin, j'ai de la peine pour qui j'étais à l'époque parce que j'ai l'impression que d'un seul coup, je suis devenue très malheureuse. Euh, et donc, la boulimie, ça se traduisait par ce mal-être intérieur que je n'arrivais pas à exprimer par des mots, parce que je pense que l'enfant que j'étais ne voyait pas où, comment le dire, à qui, pour que ce soit reçu dans la bienveillance. Je pense que, tu vois, aujourd'hui, je fais un métier de coach de vie, dont principalement, si on pouvait ne faire qu'une seule chose pour être un bon coach, c'est ouvrir un espace dans lequel l'autre peut s'exprimer dans le non-jugement. Le coach, c'est sa mission première, c'est de tenir cet espace-là. mm, Et en fait, ça, c'est un cadeau qui est inestimable dans la vie parce que ça ne se trouve généralement pas oui. avec, malheureusement, avec ses proches et a fortiori avec sa famille. Euh, et donc, je pense que bien que je savais que mes parents m'aimaient, je ne voyais pas comment leur dire mon mal-être et que ben, je pense automatiquement j'ai dû beaucoup me culpabiliser, tu vois. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à beaucoup réfléchir, cogiter, me poser des questions sur moi et tout ça, mais vraiment en mode tu as un problème quoi. Ouais. And you are the problem en fait. Mm. C'est toi le problème. Et, euh, et en fait, pour moi, la boulimie, avant d'être quelque chose de physique, où je pourrais vous dire à quoi ça ressemblait, c'était atroce dans ma tête d'être en permanence en train de m'observer de l'extérieur, de me dévaloriser, de me haïr, de me détester, de me dire que j'étais dégueulasse. Des choses qui aujourd'hui sont... en fait, c'est atroce cette façon de se parler. Et ça a été ma réalité pendant des années. Pendant des années, tu vois. Donc c'était, je pars, euh, je pars de loin dans l'amour de soi, dans l'accueil de soi, dans la Mm. connaissance de soi, parce que ça crée réellement une dissociation en fait. Oui. On se met loin de soi-même et on essaye de se déconnecter des émotions. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais beaucoup dans la haine de moi-même. Je pense que au lieu de d'essayer d'améliorer des relations qui pouvaient être conflictuelles ou difficiles autour de moi, comme je pense déjà beaucoup de gens tout Oui. court, mais en plus quand tu es adolescent Ouais. ou adolescente. Et en fait, je pense que je me suis beaucoup responsabilisée de ça, mais comme c'était difficile slash impossible pour moi d'essayer de gérer ces relations-là à ce moment-là, ben, je le prenais sur moi, donc j'ai tout fait ces émotions, mais j'arrivais pas à les digérer, donc je les vomissais. Donc pour moi, la boulimie, c'était beaucoup de compulsions alimentaires que j'ai toujours cherché à cacher. Pour moi, c'était une sorte de secret, enfin personne ne devait savoir, ça devait être invisible,
Donc j'étais une adolescente qui était pas obèse, qui était même pas, je crois, en surpoids. J'avais plus de forme qu'aujourd'hui, mais voilà, on n'aurait jamais pu penser que j'avalais 3 fois plus d'aliments et voilà. Et il y a une période où je me faisais vomir, je ne sais même pas combien de fois, enfin au moins tous les repas, je pense. D'accord. Je me souviens d'une période où j'allais à la fac. Où bah, si j'étais pas bien, en fait, ma façon de gérer mes émotions, c'était j'allais acheter des choses, des gâteaux pas chers ou des pâtisseries pas chères, et j'engloutissais ça, je vomissais ça. Et en fait, c'était une façon de me vomir moi-même, de vomir mes émotions, de vomir ce qui n'allait pas en moi, de totalement me rejeter. Donc voilà, c'est très complexe. Et est-ce que à ce moment-là, quand tu vomissais, ça te soulageait du coup de cette émotion que tu n'arrivais pas à digérer du coup? Est-ce que tu arrivais du coup, enfin voilà, comme ces personnes tu vois, qui se scarifient, qui s'ouvrent la peau enfin voilà, en libérant une émotion qu'elles n'arrivent pas enfin voilà, une douleur. Est-ce que toi, le fait de vomir cette émotion, ça te permettait de la libérer? Je sais pas. Je pense pas que ça a libéré l'émotion. Je pense que je me sentais mieux après coup euh, par rapport à cette émotion-là, mais je me sentais en même temps très très mal aussi parce que ça diminue à chaque fois ton estime de toi. À chaque fois, tu te dis que t'es pas capable de faire sans. Tu te sens sale, tu te sens moche, tu te sens, tu peux puer enfin, de la bouche. Donc, enfin, je me lavais les dents. Enfin, voilà, c'était, tu te sens sale en fait. Je veux dire, si tu passes ton temps à vomir, Ouais. tu vois difficilement comment tu peux entretenir une bonne image de toi. Donc, nécessairement, c'est pas ça qui fait que j'accueillais réellement mes émotions. C'était ma façon à moi, avec les peu d'outils que j'avais, c'est-à-dire pas d'outils du tout. Je crois que la boulimie, je l'ai découverte malheureusement grâce à la télé, dans un reportage télé où il y avait un reportage à l'hôpital Sainte-Anne où en fait, bah tiens, il y a des filles qui se font vomir et il y a des filles qui mangent plus. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je pense tout simplement que j'étais pas bien. J'étais pas bien avec moi-même. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre mes doigts dans ma bouche. Mais je sais même plus, tu vois, le Ouais, déclencheur. ouais. C'est très étrange, mais Et, non, et ça soulageait pas. ouais, mais je me demande justement du coup parce que au niveau de tes parents, cet apport sur ta construction, sur ton estime de toi, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Euh, Est-ce qu'il y a eu quelque chose enfin, parce que des fois en tant que parent, on se dit quand on apprend ça après, on se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait pour que mon enfant en vienne à ça? Mhm. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impression qu'il y a eu une faille où ils t'ont apporté une confiance et c'était toi, juste toi, en fait, qui était plutôt comme ça? Euh, alors, déjà, j'ai jamais dit à mes parents que j'avais vécu ça. Je- Jamais? T'as jamais réussi à... Enfin, à l'époque, tu n'avais pas... À l'époque, je voulais pas. Je le faisais vraiment en secret. J'ai été longtemps aussi en internat au lycée, donc c'était plus facile de Oui, le cacher. Mais ouais. même, tu vois, les autres, mes copines et tout, je voulais pas qu'elles le sachent. J'en suis sortie en vivant seule en tant qu'étudiante à Toulouse avec mes parents à beaucoup de kilomètres loin de chez moi, en allant voir une psy que j'ai payée moi-même. Enfin voilà, donc je leur ai jamais dit un jour, voilà, j'ai quelque chose à te dire, j'ai été malade X années parce que je pense que ça pourrait être culpabilisant et c'est pas l'objectif. Je pense que Mm. chaque chose que l'on vit euh, peut être porteur de sens avant tout pour soi-même. Et moi, la quête à travers ça, c'est comment je peux m'en sortir moi. Et encore une fois, tu vois, je ne sais même pas quel est le lien que ça peut avoir avec mes Ouais. parents. Mm. T'as des enfants qui sont extrêmement aimés, entourés par leurs parents et qui malgré tout peuvent tomber dans une maladie X ou Y, Mm. une addiction X ou Y. Ouais. Donc je sais que j'ai été un enfant aimé, mais je sais que j'ai ressenti des manques aussi affectifs, mais Ouais. comme la plupart des enfants aussi, Oui, les enfants ne sont pas malades d'une manière ou d'une autre, c'est tu vois. ça. Mm. Donc, loin de moi l'envie de culpabiliser mes parents, et je sais que la culpabilité, c'est peut-être l'émotion la plus inutile sur Terre pour faire progresser les consciences.
Donc, si je pense que ça a pu se ressentir et si un jour ils écoutent cette interview ou ils tombent sur cette information-là et qu'ils veulent m'en parler, ben je leur en parlerai, mais j'ai pas envie d'aller leur en parler simplement pour leur dire bah tu sais à cette période-là de ma vie tu l'as jamais vu, mais c'est hyper culpabilisant. Oui, je comprends. Oui, c'est totalement ça. Donc non, je comprends le cheminement hein, quand tu l'expliques de pourquoi c'est aujourd'hui entre guillemets c'est du passé et à l'instant présent. Enfin voilà, pourquoi retourner sur le passé et de se dire bah ouais, je vais leur raconter ça. Enfin voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça que je te dis quand je te dis des fois quand on le raconte plus tard, les parents se disent qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois. Et donc au final là, est-ce que ça aurait un but de le raconter maintenant? Maintenant que enfin voilà, c'est entre guillemets, je vais pas dire t'as vaincu, mais t'as réussi à passer à autre chose et on va en revenir dans cette interview. Mais du coup, oui, si vraiment t'en trouves pas l'utilité, En fait, tout dépend de l'intention. Et oui. pour ça, à mon sens, bien sûr, ça n'engage que moi, mais pour ça, parler de quelque chose de douloureux ou de lourd, c'est important quand on veut que ce soit constructif et que ça ne blesse pas l'autre autant que possible, parce on peut pas contrôler la façon dont l'autre le reçoit. C'est important de le dire depuis un endroit où on se sent nous-mêmes apaisés. Donc, je sais que je suis apaisée avec ça entre moi et moi. Par contre, est-ce que je suis apaisée avec ça entre moi et mes parents? Je sais pas. Je sais pas exactement. Parce que effectivement, il y a eu un passage où, quand je me suis fait accompagner, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien vu? Parce que dans le fond, quand t'es un enfant malade, t'es aussi un enfant malade parce que tu veux être sauvé par tes parents. Et tu vois, en le disant, je sens que j'ai à nouveau les larmes qui montent parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez chargé en moi. Donc, je pense que je suis pas capable aujourd'hui de leur dire depuis un endroit totalement apaisé qu'il y a certainement une partie de moi, mon enfant intérieur, qui est encore meurtri par ça, qui doit certainement en vouloir en partie à mes parents, de ne pas m'avoir vue malade et de ne pas avoir levé la main pour m'aider. Et en fait, j'ai envie d'être OK avec ça. Et je sais que c'est un chemin et même s'ils avaient levé la main, ils auraient peut-être plus souffert et n'auraient pas pour autant peut-être réussi à m'aider ou m'aider plus vite m'aider à m'en sortir plus vite que ce qui n'a été le cas. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de me battre avec le passé. Je pense que le passé, il est ce qu'il est et c'est une perte de temps et d'émotion d'essayer de refaire l'histoire. Donc, je préfère cultiver, aller vers plus d'amour vers mes parents et ça a été vraiment mon chemin et ça continue à être mon chemin. Donc, pour moi, avant de dire toute chose qui est importante pour soi et qui a pu être fort douloureuse par le passé, c'est vraiment important pour moi de savoir avec quelle intention, quelle émotion je suis capable de le dire aujourd'hui. Ouais. Et si je suis pas capable de le dire depuis un endroit de tolérance et d'amour et de porte ouverte à qui tu es et dans ta différence, c'est ok que tu sois comme ça, en fait, dans ma voix, je vais être un peu agressive, même si j'ai pas envie de l'être, je vais être sur la défensive, enfin, je vais pas me sentir bien et ça va rien amener de constructif, tu vois. Donc, je comprends totalement. Du coup, vu que tu n'en as pas parlé à tes parents, est-ce que tu as trouvé des soutiens dans tes proches, dans tes amis, si tu étais en couple, ou est-ce que tu as trouvé du soutien quelque part? Est-ce que tu l'as dit à au moins une personne à part une accompagnante thérapeutique? Alors, je l'ai peu dit. Je pense que je l'ai dit à personne je pense être tombée malade peut-être vers 14 ans, un truc comme ça. Sans doute vers 16 ans, je suis arrivée au lycée. Et en fait, c'était une période où il y avait d'ailleurs pas mal de skyblogs sur l'anorexie, etc. C'était beaucoup plus tendance d'être anorexique que boulimique parce qu'en gros, quand t'es anorexique, t'arrives à te contrôler. Quand t'es boulimique, t'es hors contrôle. Et donc, voilà, il y a un peu ce côté de genre, t'es moins forte, t'es moins respectueuse t'es moins à respecter que quelqu'un qui arrive à se contrôler et du coup, en plus, qui est toute mince, voire maigre, et il y avait vraiment une idolâtrie des corps minces cette période-là. Ouais. Et j'ai eu une amie qui a fait de l'anorexie d'ailleurs à cette époque,
Bon, en plus, quand tu es dans la maladie, tu as vraiment un radar aux personnes qui ont ces maladies-là. Donc, j'ai eu cette amie-là avec qui on en parlait. Mais je pense pas que ça nous faisait du bien à l'une comme à l'autre, en fait, parce que on était dans des maladies qui nous tirent vers le bas, donc c'était pas très constructif. La différence, c'est que elle, ses parents étaient au courant de l'anorexie, elle a même été hospitalisée et accompagnée par ses parents, etc. Donc moi, ça m'a marqué d'ailleurs d'aller la voir en hospitalisation. C'est pour moi, ça m'active beaucoup émotionnellement de savoir que des personnes sont touchées par des TCA. Le regard sur le corps humain et les formes du corps humain, mon regard n'a pas été neutre du tout pendant longtemps. J'ai beaucoup associé les formes larges ou le fait, par exemple, de se dire que telle personne est en surpoids ou en obésité. Pour moi, ça me rend triste parce que je me dis, elle est en mauvaise santé ou machin. Mais enfin bref, j'ai eu beaucoup de déformations en fait qui sont liées à ça, sur lesquelles j'ai avancé et je continue bien sûr d'avancer. Mais non, j'en ai quasiment pas parlé, tu vois, je pense à cette amie-là. Ensuite, je crois que quand je suis arrivée à Toulouse, j'avais un petit copain, il me semble que j'ai fini par lui en parler, mais assez tardivement. Et ensuite, quand j'ai rencontré mon mec actuel avec qui je suis depuis plus de 10 ans, et c'est aussi le père de ma fille, je sais que quand je suis arrivée seule à Toulouse, le fait d'être seule, je me suis dit tu vas t'en sortir en fait. C'est le moment pour t'en sortir parce que avant c'était le contraire. Dès que j'étais seule, c'était je me remplis la tête par la boulimie parce que je voulais pas être seule avec moi-même. Quoi, t'as pas envie de t'entendre. C'est comme les gens qui allument la télé en permanence en fait parce que t'as peur de t'entendre, t'as peur de ce qui se passe dans le silence. Moi j'avais beaucoup peur du silence quoi. Et c'est encore quelque chose à déconstruire aujourd'hui. Mais quand j'ai rencontré Seb, mon copain, mon compagnon, du coup, je me suis dit, ben voilà, je ne veux pas lui mentir. Je veux qu'il sache qui je suis vraiment. Et donc, donc je lui ai dit, et voilà, ça s'est bien passé. Je pense que le fait de le dire à quelques personnes de confiance, ça aide aussi à s'en sortir. Mais moi, je sais que ce qui m'a permis de m'en sortir, c'était cette décision entre moi et moi. Tu peux jamais, c'est comme les gens qui s'épuisent à essayer de sauver quelqu'un. À partir du moment où la personne n'a pas décidé, elle n'a pas touché le fond de la piscine, elle n'a pas touché si elle a les pieds en l'air ou dans l'eau, il n'y a rien pour s'appuyer pour remonter à la surface. Donc moi, il y avait un moment où je pense que j'avais suffisamment touché le fond pour avoir envie de remonter à la surface. Oui, c'est toi qui décides entre guillemets, du moment pour t'en sortir au final. On peut t'aider 1000 fois et te dire non, mais je vais t'accompagner ou prendre rendez-vous pour toi ou quoi que ce soit. Mais tant que tu n'auras pas décidé, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Du coup, tes moyens pour t'en sortir, ça a été donc de dire que c'était toi. Et j'aimerais revenir aussi sur un peu cette époque sur... est-ce que tu te regardais dans le miroir, par exemple? Est-ce que t'arrivais à te regarder à l'époque dans le miroir? Je pense que oui, je pense que je pense que je devais être assez obsédée par mes formes. Ouais, je pense que tu vois, il y avait vraiment une espèce de tentative de contrôler ce qu'on mange, la forme qu'a le corps, les formes qu'a le corps. Donc je regardais, mais pas du tout avec un regard bienveillant en fait. Ouais, c'était plutôt négatif, avec toujours des phrases négatives comme tu dis du coup. Je pense, ouais. Ouais. Et du coup, alors moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que, si tu veux en parler, de la sexualité que tu avais à cette époque. Est-ce que donc tu avais quelqu'un? Est-ce que pour toi c'était compliqué? Le regard de l'autre, voilà, c'est ça. Ma question exacte, c'était ça. C'est le regard de l'autre à l'époque, il était comment? Alors, j'ai eu un copain à partir de 18 ans. Voilà, j'ai commencé, disons, ma vie sexuelle dans ces eaux-là, je pense. Et mon premier copain, en plus, je le trouvais très
très beau et je me disais mais qu'est-ce qu'il faut avec moi, enfin tu vois, c'est un peu comme quand tu sors avec un mec que tu trouves hyper beau et tu te dis enfin bref, je me disais ça, que je ne méritais pas voilà d'être avec un mec beau, comme si en plus la beauté physique c'était plus important, mais bon bref. C'est ça. Ça reflète tu vois, totalement le piège mental dans lequel j'étais à l'époque, hein. Ouais. Complètement. Et en fait, c'est pas simplement toi, c'est une vision très féminine. En fait, malheureusement, on se sous-estime par rapport aux hommes entre guillemets dans des relations hétéronormées, hétérosexuelles. Tu te dis toujours que si tu rencontres quelqu'un de beau physiquement, enfin beau physiquement entre guillemets. Bien formé, on va dire, musclé peut-être plus. J'arrive pas à trouver le mot, mais voilà. Et du coup, tu te sens toujours sous-estimé. Et j'imagine qu'en plus, toi, avec la boulimie, ça devait être encore plus fort, du coup. Ouais, c'était difficile de comprendre pourquoi, comment on pouvait désirer mon corps, avoir des relations avec moi. Enfin, c'était en plus, on passait quand même des moments ensemble, donc il y avait aussi le repas. Enfin, je voulais pas, tu vois. J'arrivais par moments, j'arrivais à me contrôler, tu vois, quand j'étais avec les autres, à essayer d'être normale, mais en fait, j'avais je pense que le truc majeur à ce moment-là, c'est que je me regardais tout le temps de l'extérieur. Je m'entendais parler, je me voyais manger, je me voyais manger trop vite, ou je regardais vraiment ce que mangeaient les autres et etc. Donc, mais bon, c'était même aujourd'hui, la relation avec mon corps est pas apaisée. Et voilà, il y a encore des choses à venir apaiser, à venir relâcher. Mais c'est vrai que le fait, je pense qu'en plus je recherchais dans le désir de l'autre de la réassurance mais en fait que tu ne trouves jamais quand tu vas chercher à l'extérieur. Donc ça ne sert à rien, c'est juste. Oui, parce que du coup, tu poses la question de comment on trouve la personne, mais en fait, sur le long terme, sur toi personnellement, tu t'aimes pas en fait. À l'époque, tu t'aimais pas. Ouais, c'est ça. Donc, tu nous parles un peu de ta vision sur toi, sur ton corps. Je voudrais savoir, parce que du coup, tu as eu une fille, ton rapport que tu as eu sur ton corps pendant la grossesse, du coup. Ouais. Bon, alors ça a quand même beaucoup changé. Je pense qu'il faut que je précise un peu l'entre-deux parce que il y a eu un gros écart. Mais bon, en gros, je crois que je suis sortie de la boulimie sans doute en 2017. D'accord. Attends, ça me paraît un peu tard, ça. Je sais plus. Ouais, peut-être quand même 2017. Avec l'accompagnement pendant 1 an d'une diététicienne spécialisée dans ces maladies-là. D'accord. Avec qui j'ai appris à avoir une alimentation équilibrée. En fait, moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'une portion, à quoi ça ressemble, comment est-ce que je dois manger, tu vois, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, etc. En plus, 2017, tu vois, ça devait être ça parce que j'étais déjà dans l'écologie, enfin surtout le zéro déchet, donc du coup ça complexifie les choses. Quand tu me dis ouais, faut que tu manges un yaourt, enfin mais vous voyez, mais un yaourt machin, j'étais là ouais ok d'accord un yaourt, mais alors pas emballé machin, puis c'était pas aussi développé qu'à l'époque. Enfin ça te rajoute une charge mentale, une complexité mentale qui n'était pas saine, surtout quand on est malade. Et bref, donc 2017 déjà, ça va beaucoup mieux. Et le fait d'aller mieux avec l'alimentation, en fait, quand tu vas bien avec un sujet, ce n'est plus un sujet pour toi. Ça disparaît quasiment de ta vie. Oui. Et en fait, en 2013, j'avais monté un blog de cuisine que j'ai cessé justement en 2017, dans ces eaux-là. J'ai monté mon blog d'écologie en 2016, donc j'avais toujours un blog, mais c'était sur un autre sujet. Et là où je passais beaucoup de temps à cuisiner avant, à inventer des recettes, parce que justement mon esprit était tout le temps tourné vers la bouffe. Quand c'est obsessionnel, c'est facile du coup d'écrire un blog dessus. D'ailleurs, je me demande qui n'a pas une problématique vraiment avec la nourriture parmi les personnes qui ont des blogs. En tout cas, quand j'étais dedans, je me disais mais finalement voilà, pour tout le monde, c'est un peu un problème, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde ou presque, il y a toujours des exceptions, mais je pense que ça relevait quand même beaucoup d'une forme
de relations pas toujours saines avec l'alimentation. Et, et donc, voilà, je me suis détachée de ça. En fait, ce qui était important pour moi, c'était continuer de manger des bonnes choses, c'est-à-dire les plus brutes possibles, d'avoir une alimentation qui soit équilibrée, mais en tout cas, de lâcher la culpabilité, de lâcher le contrôle. Et finalement, c'est beaucoup plus mon mec qui s'est mis à cuisiner plus souvent. Ouais. Et moi, voilà, je me suis détournée de ça, désintéressée de ça. Ok. Et donc, ça a été plus facile, quoi. J'ai mis mon énergie et mon attention ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas, en fait. Je cuisine des choses très simples, très basiques, au maximum enfin, on fait des trucs avec des produits bruts. Mais tu vois, pour moi, c'est un peu un non-sujet, en fait. Ouais. Parce que ça prend du temps mental et que je sais maintenant de quoi j'ai besoin, mais ça ne m'intéresse pas de créer voilà, des trucs hyper complexes ou juste des plats et tout. Voilà, donc chemin faisant, je tombe enceinte tout début 2019. Euh, sans avoir prévu quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc je découvre la grossesse et puis je décide justement de me faire aussi accompagner par une amie naturopathe dans les tout débuts parce que je sentais beaucoup de fringales et je voyais que ça pouvait réactiver des peurs, tu vois, Ouais. une peur de me mettre à manger n'importe comment ou machin. Et donc troisième mois, il me semble, je consulte mon amie naturopathe et puis qui m'apprend à équilibrer mon alimentation en étant enceinte, des choses dont j'avais besoin selon les mois, etc. Bah, ça a été extraordinaire. Ça m'a permis de ne jamais avoir de fringales, jamais avoir faim, de vraiment manger ce dont moi j'avais besoin pour le bébé aussi. J'ai juste pris, je pense, les 9 kilos. J'étais pas du tout obsédée par la balance. Chez moi, j'ai pas de pèse personne. Oui. Quand je suis allée voir la sage-femme, elle m'a dit alors vous faisiez combien avant? J'en sais rien en fait, je m'en fous du poids, c'est pas ça qui fait que je suis en santé. Donc je pense que j'ai à peine pris, tu vois, les 9 kilos parce que je sais qu'une semaine après mon accouchement, je faisais le même poids qu'avant en fait. Et parce que j'ai continué à manger équilibré. Oui. Je me suis pas leurrée, on ne mange pas pour deux, on mange pour soi et le bébé. Et il y a le corps aussi qui transmet de l'alimentation à l'autre, mais on n'est pas là pour surmanger pendant cette période-là. Et j'étais aussi active. Tu vois, les derniers jours, je suis allée à la maternité en vélo. Enfin, pas le jour où j'ai accouché, mais enfin, si, la veille quand je devais contrôler. Mais bref, c'était très apaisé en fait. C'était très apaisé. Ouais, donc ton rapport entre guillemets à ton corps et à l'alimentation, les deux étaient plutôt, oui, assez apaisés. Ouais. J'aimerais, en fait, on a déjà traité une grosse partie de ta vie, du coup, et donc j'aimerais en venir à, par rapport à ta fille, est-ce que toi, du coup, si, vu que tu banalises, enfin pas tu banalises je mets ça entre guillemets, mais vu que l'alimentation est un non-sujet, est-ce que chez toi, par rapport à ta fille, il y a quelque chose si par exemple un jour ta fille te parle un peu de troubles alimentaires ou tu t'aperçois de quelque chose, est-ce que tu penses que tu aurais quelque chose de particulier à lui apporter? Alors déjà, quand je dis que c'est un non-sujet, c'est plutôt dans le sens, c'est un non-problème. Enfin, c'est pas une problématique. D'accord, ok. En fait, enfin ouais, j'allais chercher une comparaison, mais non, c'est juste, c'est pas un problème en fait. Ok, je comprends. Okay. On mange équilibré, on mange bien, mais c'est pas une source de trop de réflexion, ou de problèmes, machin, ou de casse-tête. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, par exemple, il y a 2 ans, d'entendre vraiment à l'intérieur de moi mon intuition qui m'a dit tu n'es plus quelqu'un qui mange de la viande et du poisson, et d'être OK avec ça et de le dire très naturellement. Ouais. Et j'ai toujours été surprise que ça n'a jamais été mal pris, on m'a jamais demandé de me justifier. Et en fait, ça faisait des années que j'étais pas fan de viande et de poisson, mais que pour être conforme à ce qui se passe dans le monde et tout ça, et pour pas avoir à me justifier parce que ça me faisait peur d'exprimer qui j'étais, de me justifier machin, je continuais à en manger un peu. Donc voilà, c'est pour illustrer un petit peu que voilà,
c'était plus un problème, donc c'était apaisé. Donc avec ma fille, pour moi, tout commence avant les actions, tout commence avec ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Et donc le fait que ce soit pas problématique pour moi et pour mon conjoint aussi, en fait, je pense qu'on a des bons repères sur l'alimentation et donc on lui apporte les bonnes choses. Par exemple, ce qui est très important pour moi, c'est de ne jamais faire de remarques sur un corps ou sur, par exemple, ma fille, je vais jamais lui dire mange pas trop de gâteaux sinon tu vas être grosse. Ouais. Ben non, en fait, non. C'est donc là, tu prends 2 gâteaux. Si elle en veut un troisième, peut-être que parfois, selon l'occasion, oui, ok, mais pas plus, chérie, parce que sinon, ça fait beaucoup de sucre. Et le sucre, c'est pas bon pour la santé. Point barre. En fait, on s'en fout d'être gros ou pas. C'est est-ce que c'est bon ou pas pour ta santé. Et pour moi, ça, c'est les choses qui sont très importantes. C'est vraiment faire attention au vocabulaire. Les enfants qui disent ah la dame dans la rue, elle a un gros ventre. Ça sort pas de nulle part. C'est les gens autour d'eux. L'environnement, c'est pas nécessairement les parents. C'est dans notre environnement la façon dont on parle. Mais en fait, être en bonne santé ou pas, c'est pas reflété par la taille du corps. C'est quelle est ton alimentation, quelle est ta source d'alimentation, tu vois. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Et avec Seb, on a toujours fait très attention à la façon, ne pas nous mentir à nous-mêmes. Ce qu'on veut pas lui transmettre, on va pas avoir un double discours. Déjà, on est aligné avec ça. Et puis, on va pas se mettre à dire des choses devant elle. Enfin bref. Donc, je sais pas si j'ai correctement répondu à ta question. Si. Et du coup, oui, c'est voir. En fait, c'est au vu de tout ton cheminement passé. Ce qu'aujourd'hui tu as pris conscience en fait, tu as pris conscience qu'il y avait des choses qui étaient pas, qu'il y avait peut-être des mots qu'au collège on t'a dit et que du coup pardon, même si ta fille est petite, il y a des choses que vous n'employez, des termes que vous n'employez pas. Je pense que tu es à peu près de la même génération que moi. Nous, on a eu beaucoup de télé, beaucoup de mannequins à la télé. Tu voyais tout le temps ces nanas ultra filiformes. Comme tu le dis, dans les blogs, l'anorexie, c'était vachement, c'était banalisé. Moi, je sais que oui, plusieurs fois, on m'a traité entre guillemets d'anorexique. Donc, c'est de voir un peu différemment pour nos enfants aussi. Moi, j'ai pas du tout été anorexique, mais on a eu des mots d'anorexie sur moi. Donc, je veux dire, à un moment, tu te dis, mais il y a un souci, et donc tu te dis, quel recul je peux prendre et comment je peux apporter à moi j'ai un fils. Et l'anorexie est aussi quelque chose qui arrive aux garçons, et la boulimie aussi. Et donc c'est de dire qu'est-ce que moi je pourrais apporter. Et du coup, au vu de ton recul et de tout ce que tu as travaillé en cheminement, c'est ça que tu te dis pour ta fille. Là-dessus, tu vois, je dirais, je cherche pas aujourd'hui à lui apporter un truc en particulier. Oui. Je pense que si un jour il lui arrive quoi que ce soit, en fait, déjà c'est d'abord moi de me poser et comme je te disais tout à l'heure, d'aller vers elle depuis un endroit le plus apaisé possible. Ouais. Sinon, je vais juste lui rajouter une couche de peur, de stress, de culpabilité, encore une fois. Elle va se dire, voilà, j'ai dit un truc à ma mère et maintenant elle se sent coupable parce que je suis malade et gna gna gna, j'ai pas été assez forte pour pas être malade. C'est pas une question de force, en fait. Oui. Et je pense, mais ça, c'est vraiment mes croyances personnelles. Je pense aussi que on a vécu des vies antérieures, on a une âme qui s'est incarnée, on a un karma, on vient sur Terre. On a cette âme qui s'incarne sur Terre pour vivre des choses, pour relever des défis, pour avoir des compréhensions. Donc, pour moi, ça fait partie du chemin de la vie. Et dramatiser des événements qui, certes, en tant qu'humain, sont souffrants, sont douloureux, mais ajouter en plus à ça un truc de « c'est pas normal, ça ne devrait pas m'arriver, lui arriver, etc. » c'est totalement inutile dans le chemin humain pour aller mieux, justement. Donc, moi, j'essaye de transmettre à ma fille que la vie, la vie, c'est un chemin, tu vois. On est là juste pour embrasser ce qui se passe, pour profiter. Enfin, voilà. Pour moi, je pense que mes valeurs fondamentales, c'est le respect, la bienveillance. Et la bienveillance, ça va avec le non-jugement. Et c'est vraiment à travers ça que je m'efforce de vivre. C'est ma sagesse à moi, on va dire, tu vois, que j'essaye d'incarner tout le temps. Avec moi-même, avec elle et avec les autres. Ça c'est vraiment reflété d'abord par ce qu'il y a dans notre tête, et c'est en ça que
tu vois, là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas juste parce que j'ai été boulimique et que j'en suis sortie. J'ai fait énormément de découvertes de moi-même. Oui. Je me suis beaucoup prise par la main parce que si je suis passionnée par les sciences humaines, donc j'ai fait beaucoup de coaching. Ça aurait pu passer par la thérapie. Il se trouve que pour moi, ça a été par le coaching. Le coaching et beaucoup d'autres apprentissages, parfois aussi plus spirituels, surtout depuis ces 2 dernières années, qui m'aident énormément et qui font qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est en paix et qui n'a pas besoin de se défendre ou d'essayer de prouver qui elle est, et je suis beaucoup plus OK avec ça. Ouais. Du coup, je vais revenir à une autre question sur la Lucie de 18 ans. Est-ce que tu aurais, avec le recul que tu as aujourd'hui, l'enfant que tu as eu, toute l'histoire, si tu rencontrais la Lucie de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, la Lucie de 18 ans, elle était étudiante à Nanterre en langues étrangères et elle était très malheureuse. Elle se sentait vraiment pas très bien. Mais il y avait quand même une partie d'elle qui avait confiance plus sur la partie professionnelle où voilà, je voyais déjà la suite et j'avais confiance en moi là-dessus. Donc heureusement, j'étais pas à zéro Oui. sur tous les plans. Ce que je visualise tout de suite, c'est vraiment de faire un gros câlin, tu vois, et de lui dire en fait, c'est OK, ça fait partie du processus et t'es forte, tu vas t'en sortir et tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est très beau, c'est très beau. Revenons à aujourd'hui et à ton futur. C'est un podcast d'amour et j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes, Lucie? Est-ce que tu t'estimes? Est-ce que tu as confiance en toi? Oui. Je ne saurais pas te dire un pourcentage. J'avais entendu dans un de tes épisodes que toi, tu étais à 10 sur 10. Ça m'avait surprise et je me suis dit, est-ce que j'en suis là? Est-ce que c'est possible d'en être là? Après, c'est variable, hein. Voilà, je le disais aussi, je disais que c'est pas. Enfin, il y a des jours où je vais me sentir, oui, très en confiance, et il y a des jours où je vais me sentir au plus bas, tu vois. Il n'y a pas de. C'est oui, il y a, ce jour-là, le jour de l'enregistrement, c'était à 10 sur 10. Mais, voilà, peut-être que le jour d'avant, c'était à 8, à 7. Voilà. Ouais. C'est pas. Rien n'est linéaire en fait, c'est pas possible. On peut pas être tout le temps bien. Et il s'agit, comme tu l'as dit plusieurs fois dans cet épisode, c'est d'accepter ses émotions et d'accepter entre guillemets ce mal-être et d'essayer d'en faire quelque chose. En fait, tu l'expliques très bien. Tout ça, c'est c'est ton âme, c'est les choses que tu vis là, mais qui te servent aussi pour l'avenir. Donc du coup, merci Lucie. Et je vais faire quelque chose que je fais pas forcément. Je vais te faire écouter la surprise maintenant. Qui est-ce que ça va être? T'as parlé avec quelqu'un que je connais? Oui, évidemment. Avec Lucie, on s'est rencontrés en vrai pour la première fois sur un pique-nique zéro déchet. C'était en 2018, je pense, ou 2017 peut-être. Je venais de lancer mon blog, C'est l'air du temps, et j'adorais ce qu'elle faisait. Forcément, avec Lucien, je deviens écolo à l'époque. Et j'étais allée la rencontrer pour me présenter, etc. Et notre amitié est née de fil en aiguille à partir de là. Et depuis, que j'ai suivi toutes ces aventures professionnelles et humaines, elle m'a demandé d'être la marraine de sa fille, Hortense, et je suis très honorée de cette filiation. Elle me porte énormément dans mon quotidien, dans ce qu'on peut échanger de façon très sincère aussi sur les choses de la vie. Et je suis vraiment hyper fière de ce qu'elle peut accomplir. Elle est à la fois parfois pleine de doutes et aussi très très sûre de ce qu'elle veut faire. Donc je suis absolument sûre que ce nouveau chemin qui se dessine pour elle sera très lumineux et rempli de joie. Même si on a des doutes au moment où on se lance, je n'en ai aucun sur la façon dont elle va rayonner dans cette nouvelle voie qu'elle a choisie. Je pense beaucoup à toi, Lucie. Bisous, bisous. Voilà. Avec Lucie. Écoute, merci beaucoup.
Ça Je m'émeut me doute. Du coup, c'est une amie. Je vais parler un peu à ta place pour décrire un peu cette personne que j'ai découvert à peu près à la même époque. C'est Claire. Du compte C'est l'air du temps. J'étais dans une grosse phase où vous étiez en réflexion sur l'écologie et vous étiez deux Toulousaines, donc je me sentais proche de vous et du coup je vous suivais toutes les deux, mais je ne savais absolument pas que vous étiez amies en fait. Je n'avais pas remarqué, vous faisiez jamais de lien, etc. Et du coup, oui, il y a quelques semaines, en préparant cette interview, je l'ai contactée et elle a répondu présente et voilà. Et du coup, j'aimerais la remercier pour ce qu'elle t'a apporté aujourd'hui et ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle m'a apporté aussi à l'époque et je la suis encore d'ailleurs parce que du coup son compte est toujours actif et c'est génial tout ce qu'elle véhicule. J'ai pas encore acheté son livre mais je compte bien l'acheter et donc du coup voilà merci Claire et je vais donc te laisser la parole pour finir cet épisode. Écoute, ouais, merci beaucoup Claire. Ça m'a beaucoup touchée aussi ce que tu as dit. C'est vrai que c'est une très belle amitié de ma vie récente qui reflète d'ailleurs mon évolution personnelle, le fait que j'ai beaucoup changé et cette notion de changement là, elle est beaucoup apparue ce week-end justement. Et je me suis dit, tiens, ça va être mon sujet pour mon cours de yoga de cette semaine que je vais créer. Je pense que j'ai longtemps refusé de penser qu'on changeait parce que j'avais un peu entendu et j'avais tendance à m'approprier, à me dire, tiens, ce que j'entends à certains moments, ça, c'est la vérité. Donc, en gros, il ne faut pas changer. Et en fait, je pense que c'est totalement faux. Il y a les bouddhistes qui nous disent tout est changement, rien n'est permanent. Et dans les traditions hindoues, c'est plutôt au fond de toi, il y a l'Atman, il y a le soi, il y a cette lumière divine qui est partout, qui est en chacun de nous. Et ça, c'est la seule chose qui ne change pas. Le reste change tout le temps. Donc, dans les deux cas, en tout cas, le changement est présent. C'est juste qu'il y a un endroit où il y a un soi qui ne change pas. Moi, je suis plutôt de cette tradition-là. Mais je crois effectivement que tout change et en fait dans ce monde en évolution, on peut aussi choisir de changer nous-mêmes, de changer dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, pour être en meilleure connaissance de notre Atman, de notre soi, de nous relier vraiment à cette lumière divine en nous et de devenir aussi quelqu'un qui est beaucoup plus aimant, j'ai pas envie de qualifier de meilleure personne, mais tu sais, qui va rejaillir une lumière qui sera plus bénéfique pour le collectif. Ouais. C'est en ça que ce qu'on appelle développement personnel est loin d'être un acte égoïste. C'est que d'abord, en fait, au lieu d'agir tout le temps par défaut, et en fait, quand tu agis par défaut, t'es dans la réaction, donc réaction à la colère, réaction à la tristesse, réaction comme moi je l'ai été à mes émotions, j'étais dans la réaction, dans la boulimie en permanence, ça me prenait un espace mental incommensurable, donc c'est beaucoup plus difficile d'être présente aux autres, Oui. je n'étais quasiment pas capable en fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une capacité de présence à moi et aux autres qui n'a rien à voir. Donc voilà, c'est vraiment un chemin d'évolution, de transformation. Et effectivement, avec Claire, on s'est rencontrés à ce moment-là où toutes les deux on commencé notre cheminement dans le zéro déchet. Et c'est beau de voir comment tout a beaucoup évolué aussi depuis. Eh oui, oui. Écoute, je te remercie Lucie pour l'apport que tu nous as donné aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, du coup, pour un épisode de nouveau avec Lucie. Mais j'avais envie de parler de son professionnel, parce que comme elle nous a dit, elle est coach, prof de yoga. Et je trouve de faire le lien entre sa vie personnelle et du coup, moi, j'en ai appris encore aujourd'hui. Et je pense qu'avec la suite de l'épisode, on va pouvoir en apprendre. Alors, je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine. Amour, Isa. Amour. Amour.